Euh, alors, je voulais faire une petite vidéo parce que j'étais en train de travailler sur un sujet de fond et l'étape que je viens de faire là, elle faisait intervenir différents modules de la toile et je pense que c'est vraiment très cool et que ça peut être pertinent, donc je voudrais un petit peu essayer d'illustrer ça. Donc c'est ce que je vais faire. Première étape, en fait, là je suis en train de travailler sur un sujet, en fait, là, sur un système dynamique pour essayer de modéliser la diffusion des aérogels. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, les aérogels, c'est un matériau isolant, qui est beaucoup plus isolant que ce qu'on a traditionnellement. Sauf que c'est un matériau qui a un peu du mal à se diffuser parce que la manufacture est compliquée et qui reste un petit peu cher. Et même les gros volumes d'aérogels font pas forcément baisser le prix, du coup, il y a un problème de diffusion et tout. Et avec ce qui se passe actuellement sur le marché de l'énergie global, enfin les supply chains de l'énergie, ma perception c'était que peut-être qu'il n'est pas impossible que, enfin, ou du moins ma question c'est quelles sont les conditions qui feraient que peut-être que avec cette fréquence de choc qui augmente et peut-être une petite percée technique sur les aérogels qui permettrait d'améliorer leur manufacture, quelles sont les conditions qui permettraient en fait d'accélérer la diffusion des aérogels? C'est un marché qui est actuellement en croissance et c'est une industrie qui pèse un petit peu mais pas beaucoup, mais avec cette croissance et si jamais voilà, il y a cette augmentation des crises et en parallèle il y a une petite percée technique qui permet de faire en sorte que ce matériau se diffuse plus vite, cette industrie qui croît, je crois, environ 17% par an, elle risque de croître beaucoup plus. Et si elle croît beaucoup plus, en fait, il y a des opportunités énormes de consulting parce que du coup, c'est une industrie qui va avoir besoin de logistique, qui va avoir besoin enfin, de plein de services. Et du coup, pour Acodis, si par exemple on arrive à se dire, ok, on a confiance, on sait que ce truc-là va marcher, on peut dédier un tout petit peu de ressources à préparer un peu nos équipes, nos assets et tout, pour être prêt à avoir le discours qui ira et en fait préparer les contacts avec ces gens et tout. Comme ça, en fait, après, on est identifié, on est placé. Le jour où cette industrie, elle percole parce que nos modèles, ils disent que ça va le faire, bah, en fait, nous, on est prêt, on l'a fait un peu avant les autres, et du coup, on peut avoir une position plus favorable qui peut représenter, du coup, des centaines de milliers de dollars, d'euros, ou voire des millions, et ainsi de suite. Donc, ça peut être très chouette. Et du coup, voilà, donc j'étais en train de travailler là-dessus. Et la première étape dans ce genre de démarche, en fait, donc, c'est de créer un système dynamique. Donc, c'est un petit peu ce que je fais avec un petit back and forth, avec voilà, un modèle de langage qui est directement plugué dans la toile là-dedans. Et à la fin, je converge sur voilà, une petite structure de système dynamique. Bon. La première étape dans ce contexte, en fait, c'est de tester la première. Moi, c'est ce que je fais. Je teste les boucles une par une pour voir si elles sont à peu près représentatives, qu'elles tournent bien. Et après, je mets tout ensemble. Et du coup, donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai ouvert. Donc ça, c'est le nouveau module système dynamique qui est dans la toile, que j'ai présenté dans la vidéo de vendredi Global Leaders là. Et du coup, en fait, j'ai chargé mon modèle, j'ai en fait discuté un peu avec un modèle de langage, et en fait, j'ai fait écrire les équations comme ça, et du coup, ça devient cette petite structure qu'on a ici. Voilà, donc il y a les équations, il y a les trucs et tout. Donc là, derrière chaque modèle, en fait, il y a les équations, ce que ça fait, euh, d'où viennent ces trucs et tout ça. Bon, et du coup, en fait, là, moi, ce que je voulais, c'est. Donc, une fois qu'on a une première boucle ou des boucles, en fait, ce qu'on veut, c'est évaluer de manière objective le comportement du système. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des signatures. Une signature, c'est juste une étude de la série temporelle. Donc, en fait, on va simuler le modèle pendant 1 an, 2 ans, 10 ans ou que sais-je. Et une fois qu'on a fait cette simulation, en fait, on obtient des séries temporelles et on veut voir si est-ce qu'on détecte une accélération, est-ce qu'on détecte un pic, est-ce qu'on détecte un pic à quel moment, enfin voilà, ce genre de questions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des signatures et quand on combine des signatures, on obtient des modes. Et donc le mode, en fait, c'est ce qui nous permet de dire, ok, ces conditions, elles amènent à tel type de comportement, ces conditions amènent à tel type de comportement. Et c'est comme ça qu'on montre, en fait, est-ce que les modèles sont robustes, sont pertinents et tout. Trop bien. Donc là, du coup, le code qui est derrière ce truc-là, en fait, il y a un bout de... il y a un fichier, enfin une librairie qui s'appelle mum6, et elle a un fichier qui s'appelle mum6utils, dans lequel il y a ce que j'appelle les signatures. Donc les signatures, en fait, c'est des petites fonctions comme ça qui prennent la série temporelle et qui font leur calcul. Bon. Ces signatures, en fait, moi, ma façon de construire la librairie, elle est un peu particulière des fois. Et j'aime beaucoup utiliser ce genre de structure avec des docstrings parce que ça me permet d'avoir un. En fait, je peux changer facilement. Si je change le code là dans le serveur sur ce fichier, directement les capacités sur le front, elles augmentent. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, je pense que l'intérêt de l'IA, c'est d'être capable de venir changer facilement le back-end et qu'en fait, d'un seul coup, les compétences, en fait, elles soient disponibles immédiatement sans avoir besoin de refaire une interface ou des trucs comme ça. Bref, donc
pour faire les premiers travaux que j'avais fait pour initier le module, donc j'avais quelques signatures, mais pas beaucoup, et en fait, c'est des fonctions qui peuvent venir se rajouter. Euh, et là, en fait, en me disant, bon, bah, quelles vont être les signatures dont je vais avoir besoin, c'est la question que j'ai posée ici dans le chat. Quelles vont être les signatures dont j'ai besoin? En fait, je me dis, ah, il y en a quelques-unes que j'ai pas. Typiquement, il y avait un truc sur l'accélération et tout, que j'avais jamais écrit parce que j'ai jamais rencontré le. Enfin, j'ai jamais eu le faire. Ben, du coup, je peux effectivement prendre ce truc-là et l'écrire moi-même, ou alors je peux le faire avec Vue. Et c'est là que c'est chouette. Et en fait, je me suis dit que c'était une super manière de montrer en fait l'intérêt de la toile, parce qu'il y a en fait ce niveau d'intégration. On peut passer d'un chat un peu inconséquent avec un modèle de langage à une modélisation de système dynamique, se dire ah tiens il me manque une fonction, il me manque un truc, et la rajouter facilement. Et donc c'est ce que je voudrais illustrer ici. Donc je vais repartir de zéro. Voilà. Alors donc du coup là c'est l'écran de vue. Hop, ça ici. Voilà. Donc ici j'active en fait la session, c'est pour dire que je suis au plus haut niveau, et je vais ouvrir un fichier. Je peux ouvrir des dossiers entièrement, mais je vais ouvrir un fichier ici, donc je vais faire ça. Là, même si c'est utile, clac. Ok. Donc là, j'ouvre un fichier. Ça, du coup, c'est pas de l'IA, c'est juste un fichier qui s'ouvre. Le fichier, il est là, et donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder ce qu'il y a dedans. Donc je vais le sélectionner. Voilà. Et donc là, je peux regarder ce qu'il y a dans le fichier. Bon. En vrai, c'est pas pour que moi je regarde, hein. C'est pas fait pour ça, mais du coup, ça me permet de vérifier si c'est bien ce que je veux. Ça peut être, des fois, c'est des fichiers qui sont pas du code et tout, donc je peux regarder, mais voilà. Donc, ok, c'est bien le fichier qui m'intéresse. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en fait, le fait de le sélectionner comme ça, de l'avoir en rose, ça veut dire qu'il est en contexte. C'est le modèle, là, si je le sollicite un mode de langage, c'est ce qu'il va recevoir. Donc, je vais faire quelque chose de très simple pour le coup. Je vais dire, voilà. Voilà, il me faut des signatures additionnelles. Et qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, une petite instruction pour s'assurer qu'il ne parte pas dans les choux. Ok, et donc là, je vais faire run. Donc ça part directement sur le serveur. Voilà. Et donc en fait, le modèle de langage, il va voir du coup juste le fichier que je vais donner. Et j'aurais même pu découper, j'aurais pu prendre juste des fonctions dans ce fichier. Mais en fait, voilà, ça me permet de tout voir et le fichier n'est pas trop gros, donc c'est pas gênant. Voilà. Et donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai? En fait, il m'a généré un résultat. Dans ce résultat, du coup, j'ai ce qu'il me propose. Là, il faudrait rajouter ces signatures. Elles font ça. Voilà leur tête. Voilà, accélération, growth rate, c'est ce que j'ai demandé. Trop bien, il a bien respecté la structure des signatures parce que j'en ai besoin de cette manière, moi. Le taux de croissance est sur un temps, j'ai failli le mettre, mais je me suis dit, je vais voir s'il le fait. Voilà, donc en gros, ça c'est trop cool. Donc, génial. Du coup, maintenant, ce que je peux faire, donc je vais faire comme ça, je vais vous montrer. Hop. Donc, je vais sélectionner ce contexte. Donc là, en fait, le modèle, il va voir que ce contexte. Et du coup, je vais venir ici dans Tools. Et là, j'ai un truc qui s'appelle le MFD, c'est pour Multifile Diff. En fait, ça, c'est toutes les commandes qui sont liées à la CLI que j'ai créée, là, qui s'appelle Elmum, en fait, que j'ai utilisé pour créer beaucoup de trucs de front, parce que j'écris pas de front. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais juste lui donner le nom du dossier. myLib slash mumhub. Non, c'est mum6, pardon. Mum6, hop. Voilà, donc ça lui donne en fait où est le dossier. Et du coup, ce que va voir le modèle de langage, c'est le contexte, la structure du dossier, il va voir quels sont les fichiers qui sont disponibles et tout. Et ensuite, il va voir du coup la modification qu'il va faire. Et donc là, en principe, sauf si je suis frappé par les instances divines de la démo, là, il va venir modifier directement ce code en se servant de ce qui a été fait. Donc en fait, moi, je vois le contexte, je fais une demande qui est plus ou moins précise, je peux vérifier cette demande, et ensuite, je lui dis, ok, maintenant tu l'intègres. C'est la même chose que Cloud Code et compagnie, sauf qu'en fait, le delta, c'est que là, je maîtrise le contexte, et si j'ai des questions intermédiaires et tout, je peux les visualiser d'une manière qui n'est pas que du code, enfin, qui n'est pas que un prompt ou un diff, parce que des fois, c'est dur à voir. Voilà, donc allez, on croise les doigts.
Voilà, donc en fait là du coup c'est le plan, donc en fait c'est ce qu'il va faire, ça veut dire là il voit qu'il faut changer ces éléments et les mettre dans mum6utils, et du coup, hop, donc là en principe si j'ai pas de... Voilà, accélération et growth rate qui n'étaient pas dans le fichier juste avant, qui viennent d'être rajoutés. Et du coup pour pas casser les trucs, en fait il crée un fichier qui s'appelle voilà, mum6utilback qui a été créé juste avant. Et en fait, ce fichier, il a tout pour. Enfin, il a le fichier avant. Comme ça, si je veux, je peux revenir et faire un backup si jamais il casse quelque chose ou s'il y a un problème. Voilà, bah, du coup, maintenant, ces fonctions, elles sont disponibles elles sont disponibles du coup dans sysdin. Et si on revient ici et qu'on charge un truc, voilà, et que je vais dans Analysis et Signature, euh, Add Metrics, et là en principe je devrais pouvoir, voilà, j'ai accélération et je dois avoir growth rate aussi. Voilà, donc ça peut se rajouter comme ça, et en fait ce qui est trop chouette, c'est que, enfin moi je trouve ça trop bien, on- c'est très dur d'anticiper toute la palette d'outils dont on va avoir besoin au préalable. Et créer ces softs, en fait, c'est créer des softs complets en one shot. Pour moi, enfin, c'est très long, ça prend beaucoup de temps, c'est très dur. Par contre, avec la bonne architecture et une réflexion un petit peu comme ça, ce qui devient possible, en fait, c'est lorsqu'il nous manque un bout sur le software, bah, en fait, l'effort d'ajustement, l'effort de l'ajout, il est très bas. Il est très bas parce qu'on sait ce qu'on a fait, qu'on a fait des choix architecturaux qui permettent d'avoir une architecture scalable. Et ça, en fait, faire des choix scalables, ça nécessite une expertise, ça demande une vraie réflexion que les modèles de langage n'ont pas. Bien sûr que là, au final, j'ai pas écrit le code, c'est GPT-4 qui a écrit, enfin GPT 5.4 qui a écrit le code. Et il n'y a pas de problème. Et du coup, ça va plus vite ça va plus vite sur la production de code. Par contre, ce que ça permet de faire, en fait, là où moi j'ai joué un rôle important, c'était sur la conception de l'architecture et les premières briques qui ensuite permettent au modèle de dire ok, c'est ça ton formalisme local, bah ok, maintenant je sais faire une copie parce qu'il a vu tout internet et qu'il comprend en fait le data que je demande. Et au final, tout ça, quel est l'objectif? Bah, c'est pas de faire un SaaS en carton pour je sais pas, faire des to-do list ou je sais pas quoi. En fait, là, l'idée, c'est d'essayer de résoudre des problèmes de fond qui ont potentiellement des valeurs colossales et pour lesquelles, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une espèce de quantité d'IA délirante. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 agents indépendants avec leur personnalité qui vont partir sur Internet, enfin, des trucs comme ça. Là, si j'ai besoin de faire une recherche pour caler des paramètres, je peux le faire. J'ai des outils qui, je sais pas, je vais sélectionner des sources sur Internet, envoyer un modèle de langage sur chacune de ces sources, il me fait un rapport, et je m'en sers pour faire une modélisation, je m'en sers pour faire quelque chose, mais au final, moi, dans ce genre de problème, peut-être que c'est moi qui suis limité, mais moi, dans ce genre de problème, je vois bien que le facteur, le goulot d'étranglement, c'est ma compréhension, en fait. Mais c'est ma compréhension qui fait aussi que c'est possible. L'idée, c'est pas de m'enlever de ce process. C'est parce que c'est ma compréhension, c'est ma perception de la chose qui me permet de formuler ce que je pense être une perspective business pertinente. Et ensuite, j'utilise de l'IA à certains endroits pour l'accélérer. Et je pense que ça renverse complètement ce paradigme de. En fait, il faut maximiser, voilà, il faut faire du token maxing, ça veut dire maximiser le nombre de tokens que j'utilise parce que je suis pas sûr, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr que l'avantage compétitif il soit là-dedans. Je pense qu'il y a, il y a un vrai avantage compétitif sur la capacité à identifier des vraies questions, et à poser des questions de fond et à rester focus et concentré sur un sujet critique. Parce que une bonne réponse, à mon avis, et une bonne modélisation, ça peut venir générer des ROI qui sont très largement supérieurs à 1000 SaaS similaires que tout le monde fait parce qu'en fait, c'est le résultat d'une série de prompts. Bref, j'ai un peu digressé. Bon, voilà, en tout cas, c'était un peu la démarche. Je vais essayer de finir ce truc sur les aérogels. Il faut que je rende le papier avant le 30.